Je vais être très brève, je reprends cet adjectif que vient d'employer le secrétaire perpétuel en parlant de ce colloque vraiment magnifique. Si vraiment il l'a été, c'est grâce à ceux d'entre vous qui sont intervenus et à la qualité, bien évidemment, des communications. Ce que j'en retiens pour ma part, c'est deux traits qui me paraissent apparemment contradictoires et en même temps, en l'occurrence, tout à fait convergents. C'est d'une part son extrême diversité sur la façon d'aborder les thèmes, puisque nous avons eu des approches linguistiques, archéologiques, d'histoire de l'art, d'histoire de figures, etc., etc. Et en même temps, je pense que tout le monde a été sensible au fait que, même si ce n'était pas obligatoire qu'il en advienne ainsi, une extrême cohérence du propos qui finalement s'est développée d'une journée sur l'autre comme si ça tissait un fil qui s'est déroulé de façon qui ajoutait chaque fois quelque chose à ce qui complétant ce qui a été dit précédemment. Ce qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est les discussions auxquelles ça a donné lieu. L'une des plus probablement spectaculaire, si j'ose dire, et fructueuse, étant, comme souvent, puisque maintenant, Dieu merci, ça arrive de plus en plus souvent, la discussion entre philologues et archéologues, qui notamment était instaurée après la communication concernant le papyrus d'Aïranoum et la réalité archéologique des maximes delphiques et du contexte archéologique d'Aïranoum. C'était pourtant une gageure, d'une certaine manière, que d'intituler. Et là encore, nous devons le titre de ce colloque, je le rappelle, à notre secrétaire perpétuel, La Grèce dans les profondeurs de l'Asie. Que sont des profondeurs et surtout, qu'est-ce que l'Asie? Et là, je pense que Jacques Joanna va reprendre la balle au bond, puisque comme nous l'avons vu, la notion antique d'Asie n'est pas notre notion d'Asie. Il est probable que nous n'ayons cessé de commettre un énorme anachronisme, bien souvent, en parlant d'Asie, là où peut-être il n'aurait pas été question d'Asie. Mais l'helléniste avec un grand H ici, c'est Jacques Joanna, et je lui laisse la parole. Je voudrais conclure très brièvement en remerciant chaleureusement tous les auteurs de communication et leur demander, c'est très important, de bien vouloir respecter les délais fixés, 1 mois à compter de la tenue du colloque. Je voudrais remercier aussi les auditeurs fidèles. Et enfin, les organisateurs du colloque, l'équipe de l'Académie discrète et efficace, sous la houlette d'un absent. Où est-il? Le secrétaire général Hervé Danesi. Les brillantes conclusions de la grande spécialiste de l'influence de l'hellénisme en Asie, Véronique Schiltz, couronnent brillamment un colloque d'une richesse et d'une variété remarquables, où les spécialistes venus d'horizons fort différents ont contribué à construire une rencontre vraiment pluridisciplinaire dont nous mesurerons toutes les dimensions dans les actes publiés. Et si vous me permettez de donner mon jugement personnel, j'ai l'impression d'avoir entendu le colloque, depuis le temps où j'entends les colloques, le colloque de la Villa Kérilos le plus ouvert et le plus riche sur la diffusion de l'hellénisme en dehors de la Grèce continentale. Pour terminer, je voudrais prévenir 2 objections qui pourraient être faites au titre de notre colloque « La Grèce dans les profondeurs de l'Asie ». C'est un titre qui correspond à notre vision moderne de l'Asie. Les Grecs du temps d'Hérodote, d'Hippocrate et de Xénophon avaient une vision différente de la nôtre. En allant de la Méditerranée jusqu'au centre de l'Asie, ils n'allaient pas dans les profondeurs, mais ils allaient, comme le dit Xénophon, vers les hauteurs. L'anabase de Xénophon correspond à la montée de l'expédition de Cyrus depuis la Méditerranée jusqu'à Cunaxa. Et le retour des Grecs à partir de Cunaxa jusqu'à la mer Noire est une catabase
une descente depuis le pays haut jusqu'à la mer. La seconde objection est que notre définition moderne de l'Asie est beaucoup plus large que celle des Grecs anciens du Ve siècle. De fait, Hérodote ou Hippocrate considéraient que tous les peuples du Nord, en particulier les Scythes et les Sauromates, appartenaient à l'Europe et non à l'Asie. La Sibérie, pour Hérodote, faisait partie de l'Europe. Nous devrons donc clairement mentionner dans les conclusions écrites cette différence importante entre la vision des anciens et des modernes sur l'Asie, non seulement pour prévenir des objections, mais aussi pour rappeler ce qui est essentiel, que la dimension historique est nécessaire pour que les modernes puissent comprendre les anciens. Merci à tous et au revoir.